Donc ce soir, je voulais parler un cours différent des cours habituels. Je sais, d'habitude, on parle plus des idées philosophiques, kabbalistiques, etc. Ce soir, on va en parler un petit peu comme ça, mais on va faire en fait beaucoup de halakha. Parce qu'on m'a posé beaucoup de questions par email. Est-ce que je peux cachériser ci? Est-ce que je peux cachériser ça? Qu'est-ce que je dois laver? Sabine nous a envoyé une petite vidéo sympathique d'une femme qui s'enferme dans la salle de bain et elle ne peut plus sortir parce qu'elle lave Pessar. Est-ce que Pessar, c'est laver son toilette, sa salle de bain, etc. C'est quoi Pessar exactement? Donc vraiment, ce soir, je voudrais un peu plus rester sur des questions pratiques. Et vous pourrez poser vos questions. Et à la fin, je vous ai imprimé. Je n'ai pas imprimé assez, je me suis basée sur celles qui ont répondu sur Facebook. Donc peut-être vous partagez une pour deux, après vous, celles qui ont besoin le plus. Mais en fait, je vous ai imprimé ça de Torah Box. C'est super. Je vais vous mettre le lien aussi sur la page. C'est comment cachériser tout ce qu'on a dans la cuisine, le four, le lave-vaisselle, les marmites, les fourchettes, les cuillères. C'est vraiment très très pratique pour Pessar. Et j'ai aussi Ashkenaz. Non, j'ai une version de chaque. Ce qu'on veut, c'est surtout quelque chose de très rapide. J'ai aussi une version de chaque. On veut quelque chose de très rapide parce que nous avons assisté hier un rabbin qui nous a expliqué que normalement il fallait en 40 minutes. 40 minutes exactement, montre en main, pour cachériser sa cuisine. Il fallait pas il faut que tu nous donnes quelque chose en 40 minutes. Moi, je l'invite chez moi, 40 minutes. Ah oui, il fallait pas s'occuper, il fallait enjoy le soir de pouvoir. Oui, c'est très important. Mais 40 minutes. Je me rappelle que j'avais lu un article d'une femme qui disait que c'était un coup de gueule qu'elle avait fait. Elle disait qu'elle en avait tellement marre que d'arriver crevée au seder. Elle a dit, écoute, t'as besoin d'une salade, t'as le maror. T'as besoin d'un plat, t'as le charosset. T'as besoin d'une soupe, c'est l'eau salée. Bref, elle s'était débrouillée pour arriver. Elle a dit, moi je vais rien cuisiner ce soir, on va manger, on va prendre le dessert et c'est fini le repas. C'était un peu extrême. Mais évidemment, le but du seder, c'est pas d'arriver sur les genoux, c'est d'essayer. On peut faire cette année, on a vraiment de la chance parce que le seder commence Shabbat. Donc on a toute la semaine, vous pouvez commencer à vous préparer, cachériser, commencer à cuisiner, congeler, mettre au frigo. Je sais pas, chacune elle s'arrange, elle a une manière de s'organiser, mais je sais que personnellement, moi je fais ça. J'essaie de commencer à cuisiner à l'avance, je mets au congélateur, j'écris ce que c'est, après j'ai plus qu'à ressortir quelques heures avant. Sortir la vaisselle de Pessar, sur la plata. Oui, moi personnellement, je me suis aussi débrouillée pour ça. J'ai acheté une armoire en plastique spéciale Pessar que je garde dans mon garage et je range dessus toutes mes affaires de Pessar et je recouvre avec un sac poubelle. Et en fait, quand Pessar arrive, je ferme toutes mes armoires. Je sors cette armoire, je la mets dans ma cuisine et j'ai l'armoire de Pessar. Non, mais si tu et je la ressors et je la re-range. Et j'ai plus rien à faire. Si tu cuisines en avance, ça veut dire que ta cuisine est tu as cachée. commencé Pessar une semaine avant. Alors oui, bien sûr pour cuisiner à l'avance, mais personnellement j'ai aussi une cuisinière de Pessar. Ah oui, tu as un frigidaire de Pessar. Voilà. Avec mes années. Il y a 2 ans. Voilà, mais en fait, le truc de la cuisinière, ça a commencé il y a 2 ans. Et bah, au Hachem, j'ai accouché et j'étais 2 semaines avant Pessar. Et j'ai dit, mais je vais jamais m'en sortir pour cachériser, laver. J'avais perdu ma femme de ménage 3 semaines avant. J'ai accouché 2 semaines avant. J'ai dit à mon mari, où tu passes 3 jours et 3 nuits à tout cachériser. Il m'a dit, non, qu'est-ce que tu veux? On achète la cuisinière, d'accord. On achète le frigo, d'accord. Je me suis organisée en fait à être pratique depuis ce jour-là. Mais c'est clair, il faut avoir l'espace, il faut avoir la place, etc. La cuisinière, après, ma cuisinière, elle reste dans le garage et elle est couverte d'une couverture de barbecue toute l'année. Quand Pessar arrive, j'enlève la couverture de barbecue. Quand Pessar termine, je remets la couverture de barbecue. Et tu cuisines dans le garage? Rien ne touche, je l'utilise que pour Pessar. Donc, et les marmites et tout ça? J'ai les marmites de Pessar, j'ai tout de Pessar. Elle est connectée, j'ai pris un plombier, il me l'a connectée dans le mur de mon garage. Donc elle cuisine dans son garage pour Pessar. Je trouve, voilà, et je connais beaucoup de gens qui ont transformé une partie de leur garage en cuisine de Pessar. En fait, tu as juste besoin d'un évier, d'une cuisinière et une table. C'est même pas, tu achètes une table en plastique et tu la recouvres avec de la lue et une toile cirée propre et c'est fini. Bien sûr, c'est si on a la place et la possibilité, c'est assez pratique, quoi. J'avoue. Je gagne beaucoup de temps toutes les années. C'est pas mieux de fermer la cuisine, partir. Moi, je pense que c'est mieux d'aller à l'hôtel, mais j'ai pas encore réussi à convaincre mon mari que c'est mieux d'aller à l'hôtel. Tu sais quoi, tu lui donnes à faire la cuisine. Oui, non, mais nous, on est très compliqués à Pessar. Pas d'huile, pas de ci, pas de ça, donc non. On n'utilise que le sel. Donc, si la graisse, ça va, il n'a pas l'épice, elle n'a rien. Il fait travail, voilà. Donc c'est pareil. Ouais. Donc, non, nous, personne, on ne prend pas les huiles d'olive.
y a pas, c'est pas une raison à la du tout, c'est une coutume. C'est même plus que La coutume, c'est une parfois, C'est comme le race. riz, hein. C'est comme le riz pour les Voilà, Français, il y a rien du tout. Voilà, c'est Nous, pas on à n'arrête la pas race, de c'est juste manger. il fait en plus. Non, Basically, il évite tout ce qui vient Non, je d'une avec un tube. tout ce qui est créé dans une usine, tout ce qui est créé dans l'usine, on évite. C'est ça la seule raison. Pour essayer d'éviter de rentrer quelque chose qui a pu être en contact avec le chametz. Donc là, ça c'est la raison. Mais il y a rien de cachère, c'est pas cachère. C'est tout à fait cachère les pessards de prendre de l'huile d'olive. Tu vas perdre 10 kilos là. Ah, pas du tout. Parce que tu peux prendre que des légumes qui s'épluchent, donc un quart des repas c'est des patates déjà. Plus tu manges la matzah parce que t'as la dalle. Non. J'ai jamais eu aigri. À chaque fois j'ai eu aigri. Ça marche pas. Les desserts c'est des fruits, c'est très healthy. C'est des fruits frais. Des fruits frais. Tu peux même faire du jus de citron avec t'écrases des fruits. Tu peux faire des sorbets de fraises, des sorbets de mangue. Je vous invite pas pour faire ça. Mais tu sais quoi, à chaque fois les gens ils arrivent, moi je m'excuse avant le repas, 10 fois je m'excuse, faudrait que je vous réinvite, pardon, j'ai pas d'épices à la fin, ils mangent, le repas il se termine et personne va au Hachem se plaint. Ça passe. Au contraire, pour partager ce qu'il y a. Tu sais, ça passe. Cette année, je vais essayer de moins m'excuser. Mais une fois j'ai eu j'ai invité une ancienne babysitter à moi, c'était une jeune fille russe. Et c'était son premier Pessah. Et quand j'ai su qu'elle avait jamais fait Pessah, je lui ai dit, mais t'es obligée de venir à la maison pour le Seder. Et elle s'assoit avec nous et tout, et on est assis, et puis on commence à manger la matzah, après on commence à manger le maror, après on commence à manger le charoset, l'oignon. Puis au bout d'un moment, elle fait, mais c'est Fear Factor chez toi. Fear Factor, c'est une émission où on te fait bouffer des insectes et tout. Elle était, mais c'est pas possible. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, on se demande c'est quoi ces fous là, qu'est-ce qu'ils sont en train de manger. Donc on va commencer le cours de Pessah pour essayer de comprendre pourquoi on fête Pessah. Donc on va un peu revenir en arrière à l'histoire de Pessah. L'histoire de Pessah elle commence depuis Abraham, Abraham notre père. Quand Abraham il a fait une alliance avec Dieu, on appelle cette alliance la Brit Ben Abetarim. L'alliance des morceaux. Pourquoi ? Parce qu'il a égorgé des bêtes, il a mis les morceaux des deux côtés. Et lui et Dieu ont dit qu'ils sont passés entre les morceaux et ça a signé leur alliance. Donc quand Abraham il a fait cette alliance avec Akadosh Baruch Hu, il lui a promis beaucoup de choses. Il lui a dit, je te promets que tu auras une descendance aussi grande que les étoiles du ciel, que le sable de la mer, très nombreuse, etc. Et il lui a dit, je te promets aussi que ta descendance, elle va passer par l'Égypte. Ils vont être 400 ans en Égypte. Et après les 400 ans en Égypte, ils vont être libérés, je vais venir les libérer, etc. Je vais les emmener en Israël. Et Dieu il lui a promis donc tous ces termes de libération. Et c'est exactement ce qui va se passer. On voit que quand Isaac, il a eu 60 ans, son fils Jacob, il est né. Donc les matheuses, on essaye de suivre là. À l'âge de 130 ans, Jacob, il est parti habiter en Égypte. Et en tout, si on calcule depuis le début de sa naissance jusqu'à qu'il soit mort, c'est 190 ans. Une fois qu'il est mort, les Juifs ils sont restés en Égypte encore 210 ans. Donc en tout, ils sont restés en Égypte 400 ans, exactement. Ils sont restés en Égypte 400 ans. Et on dit qu'ils ne sont pas restés une minute de plus. Quand les 400 ans ils sont passés, le jour du 15 de Nissan, en pleine journée, ils sont sortis la tête haute. Donc le film, c'est pas ça. Quand ils courent pendant la nuit, les 10 commandements, Charlton Heston, oubliez. La vraie version dans la Torah, ils sont sortis à midi, en pleine journée. Le soleil, il était vraiment grand. Tout le monde les a vus. La tête haute, ils ont eu le temps de faire des matzot. Et il y a encore toute une explication pour celles qui sont venues les années d'avant, qu'en fait les matzot, c'est pas la vraie raison, c'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire, etc. Bien sûr, il y a eu de ça aussi, mais il y a une autre raison, qu'il y avait tout un symbolique dans les matzot. Parce que j'ai une amie, son fils, il lui a dit « Maman, pourquoi on mange les matzot ?» Elle a dit « Tu sais, les Juifs, ils n'ont pas eu le temps en Égypte, alors ils ont fait vite, alors ils ont cuit les matzot, elles n'ont pas monté. » C'est ce qu'on a. Oui, alors il a dit à sa maman « Mais aujourd'hui, on a le temps, maman, alors on peut faire cuire les matzot. » Mais c'est vrai, c'était vrai, c'est l'explication qu'on connaît toutes. Je voudrais pas rentrer maintenant dans ça, si vous voulez, quand on termine, on peut revenir dessus. Mais c'est un des cours d'ailleurs des années précédentes. C'est les matzot, on les a cuits vite, mais on n'est pas parti très très vite. On n'est pas parti vite et on n'a pas cuit les matzot parce qu'il fallait partir tout de suite. On s'est dépêché parce que quand Dieu nous donne un ordre, on se dépêche de le faire. On n'attend pas. C'est ça la vraie raison. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit « Vous allez partir », on n'est pas là en train d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qu'il a ? Dieu, il a dit « On s'en va », pack up. Vous prenez vos valises, vous prenez vos bagages, vous partez d'Égypte. Ça y est, on ne reste pas une minute de plus en Égypte. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Quand le 15 Nissan est arrivé, ils sont partis le plus vite possible. Ils étaient déjà tous prêts, mais ils sont partis en pleine journée.
Donc on voit qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord l'annonce de l'exil, mais en même temps l'annonce de la délivrance, parce que Dieu il a annoncé en même temps l'exil et la délivrance. Et d'ailleurs, on dit qu'il a utilisé 4 termes quand il s'est adressé à Abraham pour lui dire qu'il allait délivrer son peuple. Et c'est pour ça qu'on boit 4 coupes de vin. Ce sont 4 coupes qui allusionnent les 4 coupes de la délivrance. Et on dit que la 5e coupe, c'est la coupe de Eliyahu Hanavi, du prophète Élie. Et cette coupe-là, elle allusionne au temps de Mashiach, quand le Messie viendra. Donc ça, ce sont l'histoire des 4 coupes. Donc Dieu, il annonce l'exil et la délivrance. Après, on a les Juifs qui deviennent tous des esclaves. Après, on a le berger Moïse, Moshe, qui va sauver le peuple juif, qui va venir, il va devenir le dirigeant du peuple juif. Après, on a les 10 plaies qui arrivent parce que Pharaon, il endurcit son cœur, il ne veut pas laisser partir les Juifs. On a donc les 10 plaies qui arrivent. On a la sortie d'Égypte. Et enfin, si vous voulez, l'histoire de Pessah, elle se termine où? Elle se termine avec la traversée de la mer Rouge. Quand Dieu, il fait un miracle, que tous les Juifs, ils arrivent à traverser cette mer, et que dès que le dernier Juif sort, le premier Égyptien rentre, et là, la mer, elle retombe sur eux, et ils sont tous, voilà, ils se referment sur eux, et tous, ils sont écrasés. Et si vous lisez la Haggadah, c'est exactement ces étapes que vous allez voir. Depuis le début de la lecture de la Haggadah qui va vous parler de la promesse que Dieu a fait à Abraham, etc. Et plus vous allez continuer dans le texte, vous allez voir comment Moshe va devenir un dirigeant. Après, on va parler de l'asservissement du peuple juif. Après, on va parler des 10 plaies. Et après, on va parler encore une fois donc de cette délivrance et de la traversée de la mer Rouge, etc. C'est exactement dans cet ordre qu'on lit l'histoire de la Haggadah. C'est un ordre chronologique. Donc, la première chose que vous savez toutes, évidemment, c'est le chametz. C'est quoi le chametz? Le chametz, c'est 5 céréales. Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. La brioche. La quinoa, par exemple, c'est pas chametz. La quinoa. La quinoa n'est pas chametz. Non. C'est caché pour pas. Les seules 5 graines qui sont chametz, voilà, même le riz, c'est pas chametz. Les seules 5 graines qui sont chametz, c'est le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et l'avoine. Maintenant, elles sont chametz. Vous allez me dire, mais les matzot, elles sont faites de blé. Absolument. Donc, C'est un blé qui est récolté. Exactement. Et il y en a qui ne peuvent pas manger le blé. Il y a des spelt matzot aussi. Et spelt, c'est l'épeautre ou l'avoine? À chaque fois, je m'embrouille. L'épeautre, c'est une c'est le seigle. Je sais pas si Pardon. c'est Non. Le seigle, c'est spelt en anglais. C'est ça. Et Pardon. l'épeautre, c'est. L'épeautre, je ne sais plus. C'est l'avoine. Non, l'avoine, c'est Le seigle. rye. Merci, c'est seigle. C'est le seigle. Rye, c'est c'est le seigle, seigle. merci. Donc, comment spelt, Alors c'est l'épeautre alors? Quoi? Après, on a le blé, c'est wheat. L'épeautre, Oui. Mais le quinoa, c'est pas un grain. Oui, alors, c'est pas une graine. Justement, alors, voilà. ce qui est Et donc, chametz, c'est une de ces 5 graines qui va gonfler. C'est pour ça que la matzah n'est pas chametz. Pourquoi? Parce que du moment où on commence à faire la matzah jusqu'au moment où on la termine, especially pour la matzah shmura, c'est 18 minutes. Donc ça n'a pas le temps techniquement d'après la halakha de gonfler. C'est pour ça que c'est pas considéré chametz. Maintenant, on va passer à la deuxième description. Il y a beaucoup de choses, surtout chez les Ashkénazim, qu'on appelle kitniot. Chez les Sfaradim, ils font pas trop attention à kitniot. Les Ashkénazim, C'est les beans and the lentils. voilà, c'est tout ce qu'on appelle les légumineuses. mélangées avec du blé. C'est pas seulement ça, c'est tout en fait ce qui ressemble à des graines. Donc, le maïs par exemple, les beans, les haricots blancs, etc. Le pois chiche, le riz. Il y en a beaucoup qui vont dire on ne peut pas toucher à ça parce que ça ressemble trop au chametz. Donc, toutes ces sortes de graines, c'est ce qu'on appelle les kitniot. Et ça, on n'aura pas le droit donc de les garder pendant Pessah si on est ashkénaze. Et si on est séfarade en général, c'est votre coutume, vous pouvez les garder. Pour la soupe. Oui, il y avait justement, en parlant de la soupe, il y avait un jeune rabbin. Tiens, elle est où Fiona? Tu vas aimer cette histoire. Ça va te faire penser à ce que tu m'as dit plus tôt. Il y avait un jeune homme qui venait de se marier et il était très borné, je dirais. Attention, tout devait être religieux comme lui, il critiquait tout le monde du matin au soir. Tu n'es pas assez religieux, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Vraiment un embêteur. Et les gens, ils n'arrivaient plus à le supporter. Mais comme c'était quelqu'un de très religieux, il donnait carrément un mauvais nom aux religieux. Et son maître, ses rabbins, son beau-père, personne ne savait comment lui casser cet orgueil. Personne ne savait quoi faire. Et personne ne voulait lui faire mal au cœur non plus. Et voilà que cet homme-là, il va chez ses beaux-parents, le premier soir du Seder, ils servent la soupe, il regarde dans la soupe, il voit un grain de blé. Donc imaginez en plus dans la soupe, donc le grain il gonfle. Il
fait un scandale à sa belle-mère. Mais comment? Mais c'est ça, moi je peux plus manger chez vous, et c'est ça, vous êtes cachère, mais vous n'êtes pas cachère. Un gros scandale, il décide à tel point ça va pas, il décide d'aller voir le rabbin. Et c'est la grande histoire, imaginez, en plus c'est histoire de famille, avec la belle-mère, le beau-père, la mère elle dit ça va pas, moi, ma maison elle est propre, cachère, Pessar, tata, la grosse embrouille. C'est ce qu'ils vont voir le rabbin, et le rabbin il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors il raconte, le rabbin lui dit donne-moi ton streimel. À l'époque ils avaient ces gros chapeaux là de fourrure, donne-moi ton streimel. Il prend son streimel, il le secoue comme ça, il y a plein de grains de blé qui tombent. Il lui dit, à l'époque quand ils se mariaient, il lançait pas le riz, il lançait du blé. Il lui a dit, regarde, c'est toi qui as amené le Hametz. Et là, bien sûr, l'autre, il s'est tout de suite calmé. Et cette histoire, c'est une vraie histoire. Mais j'aime bien la comparer. Chaque fois, je regarde Michel quand je raconte que des vraies histoires. Oui, mais enfin, il était censé tout secouer ses affaires. Exactement. Donc, ça lui a appris, au lieu de critiquer les autres, regarde-toi à toi. C'était une très bonne leçon. Mais une autre leçon que ça nous apprend, c'est toute la différence qu'on dit. On dit qu'à Pessah, il faut enlever le Hametz. C'est pas seulement enlever le Hametz de sa maison, c'est enlever son Hametz intérieur. Et on explique c'est quoi le Hametz intérieur. C'est que chaque personne, on a de l'ego, on a de l'orgueil, exactement. Donc Pessah, tu dois travailler justement à enlever, à travailler sur toi-même, à faire des efforts de changer, de raffiner ton caractère. C'est pas seulement l'orgueil, c'est pas seulement juste la matzah qui gonfle, c'est soi-même, on peut se gonfler. Et d'ailleurs, quand on va brûler le Hametz, on lit un petit texte, et le texte il dit que pas seulement on enlève le Hametz de chez moi, mais qu'on enlève aussi cet orgueil, exactement, ces mauvaises qualités qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est une jolie analogie. Maintenant, parlons de ce Hametz. Comment on le lave? Qu'est-ce qu'on doit laver exactement? Est-ce qu'on est obligé de laver tout son Hametz, etc. Vous n'êtes pas obligé de tout manger vos pâtes avant Pessah. Vous n'êtes pas obligé. J'ai vu des femmes tous les jours, elles sont là sur Facebook, elles mettent leur photo du pain, leur photo des pâtes. Vous n'êtes pas obligé. C'est ok vous de vendre actually votre Hametz. C'est même une mitzvah, c'est pas un big deal. Vous avez le droit de vendre le Hametz, c'est fine. Vous prenez juste un placard que vous n'allez pas ouvrir pendant Pessah. Vous devez faire un signe et bien le fermer. Voilà, vous mettez tout dedans et vous vendez le Hametz. Bien sûr. Quand on vend le Hametz, ça veut dire quoi on vend le Hametz? Vous devez remplir un formulaire et donner ce formulaire à un rabbin ou aller online, chabad.org, .org, etc. Vendre votre Hametz. Et c'est pas seulement une vente symbolique, c'est une vraie vente. Ils vont prendre vos Hametz, le rabbin il va, avec tous les actes de vente, il va voir une personne qui est non juive et il lui dit écoute, nous les juifs, on n'a pas le droit de garder du Hametz pendant Pessah. Est-ce que toi, en tant que non-juif, tu veux acheter ce Hametz? Et il va acheter le Hametz, donc ils vont échanger de l'argent, il va le payer pour acheter tout ce Hametz. Techniquement, si cette personne, elle veut venir chez vous et récupérer son Hametz pendant la fête, il a le droit. C'est une vraie vente. Et à la fin de Pessah, il va venir racheter son Hametz. Donc le rabbin, il va venir, il va lui dire écoute, je veux racheter mon Hametz. Et le temps qu'il reprenne possession de son Hametz, etc., en général, ça prend 45 minutes à 1 heure. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous avez du Hametz à la maison, vous n'avez pas le droit tout de suite de l'utiliser. Attendez. Je sais que quand j'habitais en France, je me rappelle ma mère pour la Mimouna, il fallait courir vite, elle voulait commencer les moufletas. Elle n'utilisait pas la farine qu'elle avait à la maison, elle allait à Carrefour avant que ça ferme ou où elle pouvait, et elle allait racheter une autre farine. Pourquoi? Parce que c'était pas une farine qui était encore, si vous voulez, rachetée. Ce qu'on a vendu, donc rappelez-vous bien de ça. Elle était vierge. Voilà. Vous l'avez... Ouais. Pardon. Vas-y, Non, vas-y, Parce tu que voulais j'ai dire une quelque chose. Non, mais Non, cette vas-y. farine, en fait, on n'avait pas le droit d'utiliser. On n'a pas le droit aussi d'utiliser parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser avant l'heure, c'est-à-dire ou même d'acheter avant l'heure. Voilà, elle est Ou pas... alors il faut l'acheter avant Ah non, alors tu parles d'acheter la farine à Carrefour par exemple, Oui. pas de problème. Moi, Ralph, tu peux très bien, après la fête. C'est ça, Pourquoi? après 9h quoi. Après Il y a 9h. certains magasins, on va te dire, en général, tu auras une note du RCC, il y a certains magasins qui appartiennent à des juifs, eux, tu devras attendre 1 heure aussi, parce qu'ils doivent la revendre. Mais les magasins qui appartiennent à des non-juifs, les non-juifs n'ont aucune obligation de faire Pessah. Donc, Ralph, par exemple, il n'y a pas de problème, tu vas et tu rachètes la farine. Oui, mais en général, c'est pas que au feu, c'est aux associés. Donc, tu rachètes de la personne non juive, pas de la personne juive. Donc, t'es tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on doit laver vraiment pour Pessah? À Pessah, on doit laver tous les endroits où il y a pu avoir du Hametz. Donc, si vous mangez aux toilettes, oui, vous devez manger, vous devez laver les toilettes, ça arrive, je crois. Bah, si vous lavez pas les toilettes le reste du temps, ben là vous Voilà. le lavez. De toute façon, on jette le Hametz dedans. Alors, il faut le brûler, le Hametz. Voilà. Alors, Non, je sais. donc, ah oui.
Je vais comprendre la blague. Pardon. Exactement, c'est une blague différente. Excusez-moi. Donc, La blague. l'important, c'est de enlever, de laver le chametz là où il peut y avoir du chametz. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu cette horrible histoire qui est arrivée il y a quelques semaines. Il y a une femme, Madame à Natania, elle est au 14e étage de sa tour. Elle a lavé sa fenêtre, elle est tombée, elle est morte. C'est pas celle-là, c'est une autre histoire. Les enfants brûlés, là. Non, ça c'est malheureusement une autre histoire. Mais c'est pourquoi je vais juste me concentrer là, on parlera de la tragédie de New York. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a lavé sa fenêtre, etc. Vous n'êtes pas obligé de laver vos fenêtres. Ça s'appelle faire le ménage du printemps, mais c'est pas faire le ménage de Pessah. C'est très bien, si vous lavez vos fenêtres, soyez propres. Je vous dis pas de pas laver les fenêtres. Mais pour Pessah, c'est pas l'obligation. N'allez pas vous mettre à laver tous les miroirs, les fauteuils, les fauteuils si vous avez mangé dessus, oui. Mais n'allez pas vous mettre à laver les tableaux, les machins, c'est pas ça Pessah. Si vous n'avez pas de temps, concentrez-vous sur ce qu'il faut laver. Ce qu'il faut laver, c'est les endroits qui ont pu avoir du chametz. Donc tous les endroits où vous savez que vous avez pu manger, perdre quelques miettes, etc., c'est là que vous devez Les laver. placards. Les placards, si vous avez mis du chametz dedans, etc. Dedans, on les fait pas. Non, si tu es certaine de toi que tu n'as pas mis de chametz, si Si t'as pas mis, si c'est un placard de verre et d'assiette et qu'il est toujours propre et lavé et que tu mets jamais du pain dedans, yes, t'as pas besoin de le laver, oui. Est-ce que la femme de ménage peut laver à ta place? Alors, est-ce que la femme de ménage peut laver à ta place? C'est une très bonne question. Alors, oui, une femme de ménage, elle peut laver à ta place, mais tu dois vérifier. C'est pour ça qu'on fait du 10-4 à mettre. Parce qu'une personne qui prend pas à cœur le ménage de Pessah ou qui comprend pas l'importance de Pessah, Oui, ou il ne alors pourra qu'elle est pas, en mangeant. mais oui, il ne pourra pas comprendre ces choses-là. Je sais que cette semaine, par exemple, j'ai expliqué à ma femme de ménage plusieurs fois le lait, la viande. Ben, cette semaine, elle a encore fait des erreurs, j'ai dû jeter encore des trucs à la poubelle. Parce que elle prend pas à cœur. Pour elle, ça veut rien dire, elle a pas l'habitude, elle comprend pas ces choses-là. Donc, tu peux pas faire complètement confiance. Il y a des choses que tu es obligé d'être derrière et vérifier parce qu'après tout, c'est ta responsabilité, pas la sienne. Donc, comment on prépare la cuisine? Alors, je vous ai emmené beaucoup de choses. Je voudrais juste expliquer une règle générale. Quand vous voulez cachériser n'importe quoi dans la cuisine, il y a une règle générale. De la manière dont la chose a été rendue pas cachère va être la manière dont vous allez cachériser. Je m'explique. Vous prenez une fourchette, d'accord? Vous mettez votre fourchette dans un morceau de poulet. Le poulet, comment il est cuit? Par son jus, par le liquide, d'accord? Avec avec du liquide, du liquide. Voilà, ça suffit. Maintenant, si ma fourchette, elle ne devient pas cachère, comment je cachérise ma fourchette? Je dois la faire bouillir. Donc, il y a deux sortes, et je vous les ai mis là, vous les verrez après. Il y a deux sortes, il y a liboun et agala. Liboun, c'est quand on va... Pardon. Il y en a une, c'est quand on va cachériser par le feu. Par exemple, prendre un chalumeau et cachériser les grilles du four. Les grilles du four, elles ont été... Ah, merci beaucoup. Merci. Les grilles du four, elles sont rendues entre guillemets chametz parce qu'on a chauffé le four, donc avec de la chaleur. Donc la seule manière dont on peut les cachériser, c'est avec la chaleur, donc avec un chalumeau. La fourchette, elle a été rendue chametz par des liquides, on peut la cachériser que par du liquide. Donc c'est vraiment comme ça que vous allez déterminer dans votre cuisine qu'est-ce que vous pouvez cachériser et comment. Le lave-vaisselle, vous ne pouvez pas le cachériser. Tous les rabbins, ils déconseillent complètement le lave-vaisselle. Ça, on ne peut pas. En aluminium. Non, le lave-vaisselle, oublie, tu ne cachérises pas. Le micro-ondes, parce que c'est très compliqué le lave-vaisselle. Le micro-ondes, on a le droit de le cachériser. Bien sûr, si vous êtes beaucoup plus, comment on dit ça voilà, rabat, etc. J'ai un micro-ondes de Pessah. Mais je sais, ça m'a coûté $50 à Beth Bassan Lyon il y a 2 ans. Et c'est un petit, voilà, j'ai pas besoin du grand, c'est que 8 jours. Mais c'est un petit, mais ça me sert beaucoup pour les biberons, les choses comme ça. Mais je sais que le micro-ondes, on peut techniquement, donc la manière dont on cachérise le micro-ondes, on le nettoie très 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 bien. D'accord? On prend une éponge neuve et on y va à fond, on le nettoie à fond. Une fois qu'il est bien nettoyé, on ne l'utilise pas pendant 24 heures. Donc 24 heures, c'est de mardi 10h du soir à mercredi 10h du soir. C'est long, 24 heures. Si vous l'avez utilisé pendant les 24 heures, vous recommencez encore 24 heures. Et une fois que vous avez terminé ça, vous prenez un récipient d'eau qui a minimum 30 centilitres d'eau. Donc c'est à peu près ça, on va dire.
d'eau. Vous le mettez dedans le micro-ondes, et on y va. Vous mettez votre micro-ondes pour 10-15 minutes. L'eau, elle doit complètement s'évaporer. Quand l'eau, elle s'évapore, ça a cachériser votre micro-ondes. Maintenant, on conseille quand même, quand vous allez utiliser votre micro-ondes, de toujours, pendant Pessah, de toujours mettre quelque chose en dessous. Peut-être une assiette en dessous, quelque chose qui va au micro-ondes, quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf, de propre, pas Hametz bien sûr, en dessous. Et ce qui est bien aussi, c'est d'acheter une nouvelle coque en plastique et de le poser dessus. Donc ça, ce sera comment cachériser un micro-ondes. Au niveau des éviers, j'ai revérifié. On ne peut pas cachériser la porcelaine. Impossible. Et comme tu m'avais dit, je l'ai ramené à Akshoni, on ne peut pas cachériser la porcelaine. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit qu'on avait le droit de cachériser la porcelaine. Donc je suis partie vérifier et je n'ai pas trouvé ça nulle part. On n'a pas le droit de cachériser la porcelaine. Ça s'appelle porcelain enamel en anglais. Voilà, exact. Enamel, cannot be C'est cacherized. comme la vaisselle en porcelaine, on peut pas la On peut pas la cachériser. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait, c'est pour ça. On peut pas la cachériser. Je suis partie vérifier mes sources pour être sûre parce que j'étais étonnée, mais j'ai dit peut-être c'est vrai, je sais pas tout. Donc des fois quand je sais pas, je vérifie. On doit changer de vaisselle. Non, mais l'évier. Alors l'évier, on doit mettre une. Alors il y a plusieurs options. Tu peux mettre. Non, ça je suis obligée d'avoir le même. Mais j'ai un évier en métal, ça va. Tu prends une bassine, par exemple, tu fais un trou au niveau donc là où ça égoutte, et tu fais toute ta vaisselle seulement dans cette bassine. Que ça ne touche pas. Pardon. Oui, mais pas en l'évier en... Pas si c'est en faïence, en énamel, en porcelaine. En Alors, métal, maintenant, oui, en métal. on parle porcelaine. Si votre évier, il est en métal, il est en fer, il est en une matière qui peut se cachériser, comment ça marche? Vous devez, pareil que le micro-ondes, on va laver l'évier très bien. Bien sûr, si vous avez quoi que ce soit en évier qui est en plastique, ça ne se cachérisera pas, ça vous devrez couvrir pendant Pessah. Comment tu fais avec le incinerator? Ce qu'il y a dedans, Ouais. tu mets l'eau bouillante et tu laisses tourner et tu verses de l'eau bouillante. Donc comment on fait? Alors moi je change, j'achète un nouveau, ça coûte 99 cents. Franchement, il n'y a pas d'excuse pour les Tu filles. parles de la grille. Tu parles de ce qu'on met sur les gouttoirs, la Le passoire. plastique noir qui Oui, la passoire descend. qui passe dessus. Tu mets une passoire en dessus, En métal. en métal. Moi j'ai acheté une année à Moi, 99 je la j'achète réutilise un- chaque année. Tu changes la passoire, on va dire, dessus. Donc comment ça marche? Votre évier, disons, qui est cachérisable, donc en métal, vous le lavez très bien. Pendant 24 heures, vous n'avez plus le droit de l'utiliser. Donc on n'utilise pas l'évier 24 heures. Pas manger au restaurant. Ou Bah tu oui, d'ailleurs, utilises, la veille, on va tu as le droit d'utiliser que de l'eau froide. L'eau froide, c'est ok, surtout pas une goutte d'eau chaude. Au bout de 24 heures, tu fais bouillir de l'eau. Et dans l'eau que tu vas faire bouillir, à côté de l'eau, tu dois mettre des pierres, à chauffer des pierres. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tu prends les pierres et tu vas poser les pierres sur ton évier. La raison des pierres, elle est toute simple. L'eau, pour qu'elle cachérise quelque chose, il faut qu'elle soit à un certain degré. Donc on va dire au-dessus de 100 degrés qu'elle bout. Maintenant, dès que vous la levez, elle est en train de bouillir, vous la levez du feu, elle va refroidir. Donc, comment vous faites pour que la chaleur, elle reste? Vous chauffez ces pierres-là. Ces pierres, les pierres, elles gardent la chaleur beaucoup plus longtemps. Donc, quand vous allez poser vos pierres et après vous allez verser l'eau, la pierre, elle va faire que l'eau, elle va rester à la température qu'on a besoin pour cachériser. Mais est-ce qu'il faut le boucher l'évier quand on verse Non, l'eau chaude? non. On peut laisser l'eau s'en aller. Voilà. Mais les pierres, elles font quoi? Elles retiennent après Elle la retient chaleur? la chaleur. Ok. Donc, on n'utilise pas l'évier 24 heures. D'abord, on lave bien. Après, on n'utilise pas avec d'eau chaude. Après, on verse cette eau bouillante par-dessus l'évier. Et après, on rince avec de l'eau froide. Donc ça, c'est comme ça qu'on va cachériser un évier. Si vous ne Mais pouvez pas... Pardon? On m'a expliqué que c'était la même chose pour la machine à laver la vaisselle. On m'a dit qu'il ne faut pas l'utiliser pendant 24 heures. Non, personne ne le fait. Enfin, c'est très compliqué. Il y a plein de recoins, des filtres et tout, la vaisselle. Personne. Dishwasher cannot be kasherized. J'ai Voilà. redemandé à un rabbin. Voilà. Et chez les séfarades Ouais. et chez les ashkénazes. J'ai vérifié chez tout le monde. Interdit. Et ça, je vous le passe après, vous pourrez vérifier. Celui-là, il est même en français. Tu ne cachérises pas un Alors il faut pas lave-vaisselle. l'utiliser. Hein? Il faut pas l'utiliser. Ou tu tapes la vaisselle ou tu prends la bonne. Pendant toute la semaine, ça coûte cher. Enfin, c'est-à-dire que les Ou tu achètes un nouveau, Un nouveau ou bien, voilà, ou t'achètes du plastique, je sais pas, ou du papier. Non, t'achètes une cuisine carrée. Voilà. En tout cas, pour revenir maintenant, tant qu'on est dans la cuisine. Alors, tant qu'on est dans la cuisine, on continue. La vaisselle et les ustensiles. C'est conseillé, si c'est possible, d'acheter des nouveaux pendant Pessah.
Pour celles qui habitent ustensiles et vaisselle. Pour ceux, C'est normal, ça. franchement, on peut en trouver facilement pas trop Moi, cher. j'ai toujours eu ça. On peut en trouver pas trop cher un peu partout, des lots pour Pessard. Si maintenant c'est trop difficile, il y a toujours l'option d'acheter du. C'est pas très fait, mais bon, assiette plastique, assiette papier, s'il y a vraiment. C'est Il y a ça, pas c'est d'option. plastique, papier, ça y est. Voilà, mais si vous avez besoin. Ça va, il suffit d'avoir quelques marmites de plus, une poêle, un truc. Oui, alors. Franchement, pas exagéré. Et puis, Oui, j'ai entendu que certains plastiques, le coating, la couche qui est dessus le plastique, c'est de l'amidon ou ils mettent une matière qui n'est pas cachée à l'épaisseur. Mais le papier de papier, pas de problème. Non, plastique, pas non. Papier, pas de problème. Plastique, pas de problème. Papier qui est brillant comme ça, plastifié un peu gloss comme ça, c'est là qu'il y a le problème. Maintenant, autre chose. Si, disons, vous ne pouvez pas cachériser vos ustensiles, vous ne savez pas comment faire ou c'est trop difficile, sachez que vous pouvez demander à votre synagogue, il y a toujours en général dans chaque synagogue un jour où ils cachérisent tout. Donc vous allez, il y a des rabbins, des petits jeunes qui peuvent vous aider, vous lui emmenez votre vaisselle, il va te dire oui ça on peut cachériser, tu le cachérises et ça devient cachère à l'épaisseur, ou il te dit on ne peut pas cachériser, au moins vous saurez, vous savez quoi acheter. Le four qui peut se cachériser. Non, parce que là, vous lui demandez, elle m'a donné les numéros d'Arabe. T'as appelé Rabbin Gabaï? Non, j'ai pas dit. J'étais avec les petits, je bâtissage. Ah mais si t'es pas sérieuse. Non, mais non, Le four, on y va. Le four qui se cachérise, c'est le four qui a la pyrolyse. Ah, c'est parfait, la pyrolyse, ça y est, c'est bon. Alors, Self-cleaner, ça veut dire pyrolyse et self-cleaner. Self-cleaner. Voilà. S'il y a la pyrolyse, alors attention. Ça cachérise pas les grilles, le self-cleaner. Évidemment. Ok, mais quand même, faut préciser. Donc, vous achetez un chalumeau. Non, un chalumeau. Et vous cachérisez vos... Donc, d'abord, vous lavez tout bien. torche, ça veut dire Une fois que vous lavez tout bien, non, tu mets le chalumeau. sur les plaques. Non, il n'y a pas de problème. Le chalumeau, voilà comment ça marche. Tu prends ta grille. Nous, voilà comment on fait chez nous. On installe quoi? Maintenant, j'ai le four, mais à l'époque, l'aluminium par terre. Je mettais la grille dessus. Je prenais le chalumeau et tu le passes dessus. Après, tu retournes. Attends, ça refroidit. On peut même un lance-flamme. Attends, et tu peux pas faire ça. C'est très dangereux ça, avec le truc de plat. Alors, je vais vous passer, vous lirez pour vous-même. Avec les grilles dans le four, ça cachérise pas. Là, ça cachérise ton four, mais ça cachérise pas la grille. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu la couvres. Tu couvres d'aluminium ta grille. Avant de poser tes plats de Pessard dessus, tu la recouvres d'aluminium. C'est autre chose. Maintenant, Est-ce que c'est cachérisable? Quoi? Dans le self-cleaner. Alors moi je vais vous expliquer un truc, excusez-moi, mais Attendez. normalement quand on utilise le self-cleaning dans notre pyrolyse, dans notre cuisinière, normalement on doit enlever les grilles sous prétexte que les grilles vont s'abîmer. Moi j'ai découvert que si je laissais mes grilles à l'intérieur, eh ben, elles vont être self-cleanées, elles vont être donc cachères. J'ai pas besoin de faire l'histoire du chalumeau. Bah, apparemment, même avec self-cleaning, Tu dois faire chalumeau. Ou couvrir, ou les couvrir. Je te montrerai, je vais vous passer après les feuilles. Vous êtes tout imprimé. Sabine, tu fais des erreurs. Bon, et Sarah, Alors, on m'a demandé qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le self-cleaning ou pyrolyse. Alors, ici, voilà ce qu'ils disent. D'après, donc, ça c'est le Starkey, hein, donc c'est vraiment reconnu. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que tu peux. Alors, je pensais à toi justement, c'est pour ça que j'ai imprimé. Tu peux mettre broil. Broil, c'est le grill. Voilà. Tu peux mettre le plus grand selling au broil. Maintenant, minimum 40 minutes. D'accord. Ok. Et maintenant, ce que tu vas faire, si tu n'as pas un self-cleaning et tu n'as pas le gaz pour faire broil, tu as électrique, tu dois le mettre au maximum qui est 550 degrés Fahrenheit ou je ne sais pas en Celsius ce que ça donne. Et seulement comme ça, tu vas pouvoir le cachériser. Mais attention, ça précise bien que tous tes grilles ne seront pas cachérisées. Et que tes grilles, tu dois quand même les faire tu dois quand même passer passer au chalumeau et les couvrir. mais les grilles, tu mets pas les animaux sur les grilles. Tu mets ton moule sur le grill. Et ton moule, oui, mais ton moule après il va sur ta table. Combien de temps tu manges pas une fille? Non mais c'est ça, il y a des choses... Minimum 45 minutes. Tu vois, il y a des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Il faut comprendre tout le monde, je sais ce que tu veux dire. Nous, on essaye d'être logique. Voilà, logique. C'est vrai qu'on se dit la grille du four, elle touche pas. Même quand on fait le pain, on le met pas sur la grille. Tu es bien d'accord? On le met sur une table. Alors, ces tôles, on les utilise pas. Alors il faut que j'explique quelque chose. Mais j'essaye de voir s'il y a moyen
quoi. Je vais expliquer pourquoi. Parce que Sabine, elle dit, on comprend pas. Moi, quand je mets mon pain, je touche pas la grille, etc. Pourquoi le four, par exemple, prenons un exemple tout simple, lait et viande. Pourquoi quand un four il est lait, on peut pas mettre de la viande, quand il est viande, on peut pas mettre du lait. Pourquoi? Tu touches pas le lait dessus le four, tu touches pas la viande, tu mets dans un moule et sur un truc. Pourquoi? Alors, on va comprendre un principe de base et ça va répondre à ta question. Si tu fais plus Non, mais ça, je peux Tu comprendre. cuis la viande, mais il faut comprendre. Ça dégage des vapeurs. Alors, ça va, ça j'ai compris. Mais ça marche avec le chametz pareil. Ça marche pareil. Réexpliquons rapidement pour ceux qui comprennent. Tu cuis la viande. Qu'est-ce qui se passe quand tu cuis la viande? On dit on appelle ça le ta'am, le goût, d'accord, de la viande, qui va sortir donc de la viande pendant que tu la cuis, qui va se coller donc aux parois à ton four. Tu sors ta viande. Si c'est dans les 24 heures qui suivent, tu vas mettre quelque chose d'autre, le goût que tu ne vois pas, d'accord, il va revenir dans ce que tu es en train de cuire. C'est pour ça que le four, il est viande ou lait, et ça dure surtout pendant 24 heures, ce qu'on appelle ben yomo, etc. Maintenant, c'est pareil avec chametz, pas chametz, d'accord? Le chametz, c'est quelque chose que la Torah, elle prend très très sérieusement. C'est une des interdictions que la Torah, elle donne. C'est même pas les chachamim, ça on te parle, tu comprends? De la Torah. Même le lait, la viande, on pourrait dire entre guillemets que c'est moins. Pourquoi? Parce que dans le lait, la viande, il te dit que tu n'as pas le droit de manger la viande avec le lait, mais le poulet, techniquement, tu aurais le droit de le manger avec le lait. C'est les sages qui ont interdit. Alors que là, on parle de quelque chose que la Torah, elle t'interdit. Donc c'est beaucoup plus, faut être beaucoup plus strict et faire plus attention. Pardon. Chametz, la viande, tu vas mettre ton rôti dans un plat, mais il n'y a pas les 5 trucs interdits. C'est que de la viande. La viande. Non, mais je parle pourquoi par rapport à ce qui est avant. Je parle à ton four, pas sur le moment même, à ta challah. Ton four, il est cachérisé, là, on parle. Mais ta grille, elle peut pas se cachériser, ça lui suffit pas parce qu'il faut qu'elle chauffe beaucoup plus ta grille pour se cachériser. Parce elle est devenue, entre guillemets, chametz ou viande ou lait ou whatever, avec la chaleur. Mais moi, Oui, c'est ce que je veux dire, recouvrez-la avec ça, on met un papier aluminium. Tu fais le self-cleaning et tu la recouvres et c'est tout. Voilà, on est d'accord. Parce que quand tu fais cuire quelque chose, le goût qu'il y a dans l'aliment, il part sur les parois du four. Même si tu couvres avec un aluminium. Bien sûr, ça sort, ça ne peut pas courir Mais les complètement. parois du four, tu les couvres pas. Non, mais tu l'as, puisque tu fais l'autocleaner, avec la pyrolyse, tu vas brûler. Sur les parois, c'est pas y est. sur les grilles, je comprends pas. Voilà, c'est ce que c'est pour ça que moi je me suis Pourquoi dit, les parois et pas les grilles? Je pensais que Parce que les grilles, elles mettent beaucoup plus de temps et elles sont. Tu mets un peu plus la fin, tu le refais deux fois. C'est pas exact, d'abord, c'est pas le même matériel. Deuxièmement, c'est pas la même épaisseur, donc ça va pas se cachériser de la même manière. Et troisièmement, c'était en contact direct avec tous tes plats chametz. Tu comprends? Donc à cause de ces trois raisons-là, tu dois faire attention et vraiment prendre plus de précautions. Donc tu couvres d'aluminium, c'est franchement pas un big deal, ça prend 5 minutes. Autre chose, donc on a fait le four, le fourneau, la gazinière, d'accord? On doit les chauffer, les laver bien sûr, très très bien. Si c'est donc du métal autour, on fait couler l'eau bouillante entre tous nos gaz. On fait couler l'eau bouillante, on fait couler l'eau bouillante, pardon, sur toute la gazinière, etc. On la lave bien. Et ce qu'on devra faire aussi, c'est les faire brûler, tous les gaz, les faire brûler, pareil, pendant 30, 40, 45 minutes, jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment très très chauds et très très rouges pour enlever toute trace de chametz. L'évier, on en a parlé, le lave-vaisselle. Si on a une vitrocéramique en dessus. C'est pas ça avant, hein. Alors, vitrocéramique, c'est un grave problème. C'est un problème. Bon, ça va passer au suivant. Sabine, t'es dans la T'aurais mieux fait de... La vérité, vitrocéramique, c'est pas du tout sûr que c'est cachérisable et c'est pour ça que même ici, ils te conseillent de parler directement à ton Comment rabbin. on dit vitrocéramique en anglais? Glass top. Glass top, thank you, voilà. On a un interprète. When it's electric, you mean? It is electric, but it's not just electric, it's a glass. Sabine, pas Marrakech. Et c'est du verre, c'est pas que... Oui, le gaz, c'est le plus facile à cachériser. Le vitrocéramique, c'est le plus dur à cachériser. Faut demander à son Ça, rabbin. j'ai rien dit. Dis-moi, mais ça, Ok, on attaque. Frigo, congélateur, placard, table, tiroir, etc. Joël, elle écoute. Alors, frigo, évidemment, on le lave. Celles qui font le plus attention, elles le couvrent. Bien sûr, ça, c'est pas... Ça, c'est... Voilà, placard. Si ça a touché le chametz, on enlève ou on vend tout son chametz. Oui, quand même, ça compte. On lave, je vais revenir à ça. On lave, on range, etc.
Actually, je vais m'arrêter ici. Parce que elle nous a dit, Brigitte, elle dit, mais ça a froid, qu'est-ce que ça fait? Alors attendez, il faut expliquer une très très grande différence. Le lait et la viande, disons qu'il y a du lait qui se mélange avec de la viande. Disons une grande usine, elle a un problème d'un peu de lait qui s'est mélangé dans de la viande. Est-ce qu'on jette tout? Ils vont appeler un rabbin. La halakha, la loi, c'est est-ce qu'il y a eu 1/60e? Voilà. Est-ce qu'il y a eu plus que 1/60e de lait dans la viande ou est-ce qu'il y a eu moins? Donc il y a un certain, une mesure, d'accord? Maintenant imaginez vous buvez de l'eau. Il y a un petit bout de pain qui tombe dans l'eau. Est-ce qu'on calcule 1/60e? Non. Il n'y a pas de Hametz, c'est Hametz. Hametz, ça rend tout Hametz. C'est très différent. C'est ça. On n'est pas en train de parler de lait viande. On parle encore de quelque chose qui te rend Non. tout Hametz. Non, je comprends qu'il faut tout laver, mais Non, parce que toi tu m'as dit alors c'est à froid. Alors je te réponds, à Pessar on n'est plus dans froid, chaud. Tu comprends? C'est beaucoup plus sérieux que ça. Oui. C'est vrai qu'il y a du lait Oui, oui. cachère les pessins pour les bébés. Jen, on peut partir avec toi, Fleury? Oui, Regarde du lait. Je mets de l'aluminium. oui, c'est mieux de couvrir son frigidaire. C'est mieux de couvrir. Le lait des bébés, oui, Tu vas formula normal. tu dois faire attention. Tu dois vérifier, il y a une liste que j'ai mis d'ailleurs sur notre groupe, vérifie là, parce qu'il y a beaucoup de laits qui ont des farines. C'est comme si tu donnes du Hametz pur. Donc tu dois vérifier le lait. Il y a des laits qui sont permis, des laits qui sont interdits. Donc si tu le sais pas, vérifie-le à l'avance. Altazine, hein, c'est pas Ça ça. rage juste une. En général, dans la liste, ils te disent lequel est Si, je donne Oui. les deux. Le lait de vache, Oui. j'achète le lait Cette semaine, 24 ma heures fille, avant. elle s'est trompée. Du coup, ça y est, La la femme de ménage a changé, tu sais, Tu dois l'avoir. on met ça, Non, les ça, racines, c'est- les tu Mais mets il est sur la habitué main. avec horizon de Après, pourcent. après un Mais tu temps, l'achètes quand tu 24 heures la avant. viande de viande. Et tu le gardes au froid. frigidaire. Non, elle froid. apprend ton Oui, à enfant, froid. tu donnes encore Tu lait le de laves et vache, tu le lait- remets. lait de bébé. Ouais. Sarah, pas le lait de Excuse-moi, Sarah, bébé, de vache. elle lui donne du lait de vache. Il peut l'acheter à partir du moment où il est cachère, elle l'achète 24 Oui. heures avant, elle le laisse au frigidaire. Oui. C'est bon. Alors attention, les produits de la ferme, par exemple surtout les œufs. Vous n'avez pas le droit d'acheter des œufs pendant Pessah. Vous devez acheter vos œufs, tous vos œufs de la fête. Ils doivent être achetés avant Pessah. Et laissez-moi vous expliquer tout simplement pourquoi. Mais ils se vendent pendant Chol Hamoed. Alors pourquoi? Il faut les acheter avant. Pourquoi? Pourquoi on achète les œufs avant? Parce que les poules, Non, mais parce qu'avant, les femmes, elles avaient. les poules mangent des graines. Donc les œufs sont tout le temps dans le Hametz. Maintenant il y a une autre règle. Avant, tout ce qu'on achète avant Pessah, d'accord? On va dire qu'il n'y a pas eu de Hametz ou il n'y a pas eu. On a acheté les œufs avant Pessah, on n'a pas vu. Ça n'avait pas de graines ni rien, on les a achetés avant Pessah. Pendant Pessah, on peut les utiliser sans problème. Maintenant, pendant Pessah, c'est un autre problème. Parce que quand tu vas acheter les œufs pendant Pessah, tu dois faire encore, si vous voulez, doublement attention. Parce que si tu as touché pendant Pessah le Hametz, ça devient Hametz complètement. Donc on peut pas, les œufs, c'est pour ça qu'on dit en général, achète-les bien à l'avance. Moi je sais que je vais à Costco, j'achète 3-4, au pire ça reste, les œufs, Avec tout oui. ce qu'on consomme comme œufs. Pour la ça, Megillah, c'est- les œufs, les machins, bon, tu achètes à Ouais, il faut l'avance, avoir une- tu es tranquille, au pire tu les utilises après. Mais pas que t'aies l'angoisse pendant Pessah de te retrouver sans œufs, quoi. Donc c'est un petit en passant. Ça, c'est un truc que je. Une question. Ça va? Pourquoi il faut pas acheter pendant Pessah? Parce que justement, les œufs, ils peuvent être en contact avec du Hametz. Il y a une Tu différence. les achètes avant aussi, ils sont Oui. Bah oui, mais ça fait, Il y a une tu vas pas différence. les utiliser 24 Non, heures avant. c'est pas c'est qu'ils bon. étaient en contact avec la marque, avec le Hametz, c'est qu'ils étaient en contact quand ils ont été pondus avec le Oui, Hametz. mais Gladbach, par exemple. Mais chez les Boignas au Glatmar, c'est avant qu'ils les amènent. Ah, demandez-leur s'ils les ont achetés avant, tranquille. Ah Ah, pas sûr du tout. Ça, exactement. Demande-leur. Ils vont livrer le jour- enfin, ils vont rester prendre 3 ou 4 jours fermés. Redemande. Ils reçoivent des livraisons Moi, je de demande fraîches. rien du tout. Je mange pas d'œufs. Comme Toto qui mange Tu manges que les œufs. Tu manges pas Allez, un autre. Une question. Ah, oui. J'ai pris, c'est pas grave. Pardon? C'est pas grave. Alors, encore une fois, elle me demande, est-ce que le dentifrice, on est obligé d'acheter cachère les Pessah? Alors, alors une seconde. Il y a une liste, il y a encore une fois, il y a cette liste-là que j'ai posée sur le groupe qui dit tous les produits que tu as le droit d'acheter qui sont pas pendant Pessah. Tous les produits que tu as le droit d'acheter avant Pessah sont sans certification. Et il y a des dentifrices que tu peux acheter sans certification. Moi personnellement, j'achète le dentifrice cachère les Pessah parce que je veux être tranquille. Mais tu peux tout à fait acheter du dentifrice. Juste regarde, dans cette liste, ils te disent quelle Ça marque. m'avait choqué, je pensais que c'était un truc inventé. Il n'y a rien inventé. Ce qu'il faut Même le aussi savon changer. pour la Même vaisselle. ça, pour la vaisselle,
vaisselle. Le savon pour la vaisselle, c'est vachement important parce que la vaisselle, il y a dedans on se rend pas compte, mais il y a des enzymes, il y a des choses dedans qui peuvent contenir du Hametz. Mais attendez, Et ça va rendre ta expliquez-moi comment vaisselle sont les Hametz. gens qui n'ont pas des moyens. Parce que Si on en avait nous, encore, alors, on est en train de parler, mais ceux qui n'ont pas de moyens. Venez, on comment essaye ils de font? parler un à la fois parce que je vous assure, Attendez, mais moi, ça me révolte. c'est vraiment difficile. Non, non, et on demande. Alors, les gens qui n'ont pas d'argent pendant Pessah, c'est une très très bonne question. Il y a deux choses. Déjà, il y a encore une fois, de regarder cette liste et de voir tout ce que tu peux acheter sans certification. Et deux, il y a ce qu'on appelle, il y a un nom spécial justement, que tu peux, c'est très très important d'aider les gens à faire Pessah. Donc quand avant Pessah arrive, c'est une grande mitzvah de donner de l'argent à des familles qui ne peuvent pas se le permettre, à des familles pauvres, etc. Un petit peu ce que tu peux, ou donner à un rabbin qui va aider. Et je connais beaucoup de rabbins qu'avant Pessah, ils ramassent de l'argent juste pour payer aux familles des matzot, du vin, etc. Oui, bon, tout ça, je suis Donc ça, ça veut dire, on est tous d'accord que tu peux quand même vivre ton Pessah, même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu regardes cette liste, tu vois ce que tu peux acheter. Par rapport à la vaisselle et par rapport à ce qu'il faut à l'intérieur. le fait que, par exemple... Ah, il la faille faire vaisselle tant de papier à choses. 99 cents Non, store, elle mais coûte pas eux, cher. est-ce qu'ils vont pouvoir faire tout ce que... C'est ça. Les produits sont beaucoup plus chers, donc je trouve que ça devient une surenchère, et particulièrement... Alors après, on rentre dans un autre débat qui n'a rien à voir avec la Oui, non, non, religion. je suis d'accord, mais d'accord. Le débat, il est faut pourquoi quand même y les penser. commerçants, ils se sucrent sur le dos des gens. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la Je religion. sais, mais moi je peux pas m'empêcher de penser à ceux qui vont pas... C'est pour ça que- Je me dis, mais nous, on fait, on truc, on rajoute... Moi, personnellement, chaque année, j'essaye d'aider une famille pour Pessah. Je donne un petit peu de trucs, ou je leur achète des paquets de matzot, ou je leur envoie une gift card. D'accord, mais tout le reste... Tout le reste, c'est pas... Mais on va pas changer. Comme On va pas changer la religion. On va pas changer la religion parce qu'il y a des gens qui se sucrent sur le dos des autres. C'est pas le problème, c'est pas la religion, c'est qu'ils se sucrent sur le dos des autres. C'est ça le problème. Et ça Faut reste que retrouver ça le marche. problème là où il est. Là, les gens qui ont fait un effort pour payer leur fête, Voilà. à Chamil leur Ouais. ça marche aussi. Oui. Vas-y, dis-le. Dieu il rembourse quand on achète pour Shabbat et les fêtes. Tout à fait. Quand est-ce qu'on rembourse? Dieu il rembourse. Comment répète? Dieu, on dit que Dieu il te rembourse tout ce que tu dépenses pour Shabbat et les fêtes. Oui, c'est écrit. On s'est écrit qu'au début de l'année, quand on est jugé à Rosh Hashanah Yom Kippour, alors on est jugé aussi financièrement. Tout ce qui va se passer au niveau financier, combien d'argent on va gagner, combien d'argent on va perdre, etc. Et on dit que tout le budget de Shabbat et les fêtes, Dieu il nous l'a déjà réservé. C'est déjà inclus dans le budget. Donc dépensons pour Shabbat et les fêtes. Voilà. J'ai Ok. dit ça à mon mari, il a dit, putain, Il a aimé ou il a Il m'envoie la bille. Les nappes, les napperons, les serviettes, les torchons de cuisine, lavez-les. Et après c'est bon. Non, ça c'est ok, tu laves. J'ai des torchons de Pessah, mais tu peux laver. Voiture, garage, n'oubliez pas. Voiture, garage, bureau. Voiture, garage et bureau, n'oubliez pas. Votre bureau, vous êtes responsable de votre bureau, surtout s'il vous appartient. Le garage, des fois vous avez dans votre garage des choses Hametz, vous êtes aussi On le responsable. vend le garage. on le vend le garage. Si vous le vendez, vous êtes tranquille. Et la voiture, vous allez sûrement utiliser votre voiture pendant Pessah. Et donc n'oubliez pas, votre voiture, il y a plein de miettes si vous mangez, si vous laissez les gosses manger. I guess so, ouais, j'imagine. Si tu l'utilises pas, Ah oui, là oui, tu la vends. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle peut la vendre, bien sûr, quand elle utilise pas. Voilà. Ils sont ici. Elle a une montre. Alors, une autre chose dont je voudrais parler pour Pessah qui est importante, c'est le maquillage. Alors, on n'y réfléchit jamais assez, mais Là aussi. alors pour celles qui connaissent, je sais pas si on a une chimiste, je sais pas si on a une chimiste ce soir, mais tout ce qui touche la bouche c'est encore plus important. Mais ce qu'il faut savoir et penser, c'est que dans un rouge à lèvres, par exemple, il y a certains enzymes. Comment ils créent un rouge à lèvres? Si on avait quelques chimistes, et j'ai déjà demandé, c'est pas du tout une blague. Moi, j'y croyais pas à chaque fois. c'est pour ça que Body Shop, ils ont fait une campagne de pub, justement parce qu'ils dénonçaient, parce qu'il y avait des matières dans le rouge à lèvres et dans les produits de beauté
même de l'animal. Oui, sur ces livres. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est très important. Par exemple, il y a des Même en marques. temps normal, c'est pas cachère. Il y a des marques qui sont cachères. Vous allez sur cette liste, encore une Mais est-ce fois. que Chanel est cachère? Je sais pas, va sur la liste, sur le groupe. Sinon, c'est une occasion, je vais. Tu nous as dit que tu avais de la peine pour les pauvres et là tu nous fais Chanel. Je n'ai pas trouvé la liste, moi. Alors je l'ai mis sur la page du cours. Si, je l'ai mise. Regarde pas sur la page de ce cours, sur notre page. Il pleut. Notre page générale. Anyway, voilà, oui. Il y a le lien sur la liste. Alors, il y a plusieurs marques de rouge à lèvres que vous avez le droit de prendre. Moi, je me rappelle que ma mère, une année, on lui a dit, écoute, tu dois faire attention au shampoing. Je me rappellerai toujours. Faire attention au shampoing parce que le shampoing, il y a des choses ramettes. Donc ma mère, elle m'a envoyé à la pharmacie, elle m'a dit écoute, tu vas nous acheter du chlorane, c'est naturel, c'est bien, tu ne ramènes que chlorane. Je lui ai ramené le shampoing aux germes de blé, exactement, qui était 200% ramé, j'ai dû le ramener à la pharmacie. Mais c'est pas que tu manges pas, c'est qu'après ça peut venir dans ta bouche, après, bien sûr, ça vous n'êtes pas obligé, c'est juste une anecdote, mais c'est marrant, ce que je veux dire c'est qu'on ne se rend pas compte, mais il y a du ramette dans plusieurs aliments, dans plusieurs choses qu'on a à la maison. Tout à fait. Le parfum, c'est très très problématique pendant Pessah. Bien sûr. Alors maintenant, il y a une autre loi. Il y a une autre loi. Cette autre loi, c'est que, en fait, si la chose, elle ne peut pas être mangée par un chien, d'accord? Si c'est pas mangeable par un chien, alors c'est permis. Donc par exemple, il y en a beaucoup qui disent que vu que le shampoing il va pas être mangé par un chien, que le parfum ça va pas être mangé par un chien, ces gens-là ils permettent. Mais moi ce que j'ai entendu, c'est que le parfum c'est de l'alcool, donc c'est pur khametz, il faut pas l'utiliser, le mettre de côté. Je vous dis, après vous faites ce que vous voulez. Moi je vous dis, il y a autre chose. Pour les mamans qui ont des petits enfants, si vous ne savez pas, la pâte à modeler est khametz. La pâte à modeler est faite à base de blé. Donc ça aussi, vous devez vous en débarrasser pendant Pessah. Pâte à modeler, Play-Doh. Ça je ne savais pas, je l'ai appris l'année dernière. Donc voilà toutes ces choses-là auxquelles vous devez faire attention. Passons au Seder. On arrive au Seder. Non mais c'est ce qu'on doit faire attention, c'est ça qui est le plus passionnant. Parce que... Ouais. Non, là, ça va être assez passionnant. Qu'est-ce que représente le Seder et qu'est-ce que représente chacun des aliments qui est sur le plateau du Seder? L'herbe, c'est la mer. Alors, les matzot déjà. On a 3 matzot. On met 3 matzot sur le plateau du Seder. Pardon, dessous plutôt le plateau du Seder. Donc on a les 3 matzot et par-dessus, on va poser notre plateau du Seder. Est-ce que vous savez ce qu'on met sur le plateau du Seder comme ça? On met un œuf, le harosset, les herbes amères, les 2 fois les herbes amères, l'eau salée et l'eau salée à côté. Bravo. Bravo. Allez, on a une bonne élève ici. Pourquoi 3 matzot? Pourquoi 3 matzot? Pourquoi 3? Cohen, Lévi, Israël. Très bien. Première raison. Ça, tu vois, tu mets pas. Première raison, Cohen, Lévi, Israël. Ça représente, si vous voulez, les 3 hiérarchies dans le peuple juif. Le Cohen, c'est celui qui servait Dieu complètement, il n'avait rien le droit de faire d'autre. Le Lévi, c'est celui qui chantait, qui louait Akadosh Baruch Hu. Et le Israël, c'est celui qui servait Dieu aussi directement et qui s'occupait que le Lévi et le Cohen, ils s'occupaient qu'ils aient tout ce qu'ils aient besoin pour faire leur service de Dieu. Une autre explication que j'ai lue, pourquoi 3, c'est parce que quand Abraham, il a reçu les anges chez lui. Combien il a reçu d'anges? 3 anges. Et quand il a appelé sa femme, il a demandé à sa femme, quand il a reçu les anges, il a dit à sa femme, Sarah, cours, va vite me préparer s'il te plaît, 3 matzot, amène-moi 3 mesures de farine. Donc en souvenir de cette hospitalité d'Abraham, qui représente l'hospitalité du peuple juif, qu'il a demandé à sa femme de lui emmener les 3 mesures de farine, nous on a aussi 3 matzot. Et ce qui est intéressant, c'est d'après le Midrash, cette période, ce soir-là, quand il a reçu les anges, c'était aussi le soir du Seder. Et quand il a reçu les anges, en fait, il a fait le Seder avec eux, et c'est pour ça qu'il a demandé 3 matzot à ce moment-là à Abraham. Mais il ne savait pas que c'était des anges. Non, il ne savait pas que c'était des anges. Il a juste emmené pour être hospitable, pour faire l'hospitalité. Donc, en pratique, on n'a besoin que de 2 matzot. Pourquoi?
La matzah du milieu, c'est quand on fait yachatz, quand on coupe la matzah du milieu. Et après, quand on fait moti, c'est comme pour le Shabbat, on se retrouve avec 2 matzot. Donc après, on se retrouve qu'avec la matzah d'en haut et la matzah d'en bas. Et c'est sur ces matzot-là qu'on va faire le moti. Maintenant, l'os. Donc on a plusieurs choses. On a l'os. L'os, il y en a certains qui vont prendre un os d'agneau, il y en a qui vont prendre un coup de poulet. La raison pourquoi beaucoup de personnes ne prennent pas de l'agneau, un os d'agneau, etc., c'est parce qu'on n'a pas le droit de faire un sacrifice en dehors du temple. Et on dit que si tu vois un os d'agneau, ça représente trop le korban, et ça représente le korban Pessah, le sacrifice pascal. Le sacrifice pascal, il était fait avec un agneau. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas prendre l'agneau sur le plateau du Seder parce que ça ressemble trop au sacrifice de Pessah. Mais c'est ce qu'il y a écrit. Il y a écrit l'os de l'agneau parce que c'est pour le truc Pour le sacrifice. Il n'y a pas marqué tu prends l'os de l'agneau. Bah, dans tous les livres. Il y a marqué, alors, Je peux te sortir. c'est une coutume. C'est Voilà, pas, d'accord, t'es pas obligé. Moi, c'est écrit. Oui, c'est la coutume. Tu as la gada tunisienne, marocaine. Marocaine, Voilà, française. exactement. C'est une coutume. C'est pas une halakha, c'est une coutume. Et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui vont pas faire cette os-là. Vous allez le voir avec des os de poulet. Mais encore une fois, le plus important, c'est de faire sa coutume. Moi, je prends le coup de poulet. Mais Le coup de poulet. ouais. Sarah, je peux te demander Moi, Oui. je ferai l'os de l'agneau. Excuse-moi de Oui, te couper. et après, chacun, il doit suivre ses Est-ce qu'on coutumes. doit goûter absolument cette viande de l'agneau? Non. Non. Pas de l'os. Il n'y a pas à goûter, d'accord. C'est l'œuf. Non. Moi, j'ai entendu, j'étais un Là, tu dois le manger. Non, c'est que les aînés qui vont s'adapter. Non, C'est que j'ai les appris aînés des qui choses mangent. incroyables. Alors, Dis-nous. j'avais C'est jamais que les aînés entendu qui ça de mangent. ma vie. Alors vas-y, m'a on dit, écoute. Au sujet de l'os, de Pessah, que à l'époque donc de Pharaon, donc leur dieu c'était l'agneau. Oui. Ok. Et donc pendant la nuit de la mort des nouveau-nés, Hachem a demandé à ce qu'on tue leur agneau, leur dieu, qu'on le cuise, qu'on le mange et qu'on éparpille ses os par terre. Et que donc quand les Égyptiens sont venus pour tuer les premiers-nés, et qu'on utilise le sang bien sûr pour stocker là, et que donc quand les Égyptiens sont venus, ils ont été humiliés aussi parce qu'ils marchaient sur les os de leur dieu. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Bien sûr. Non, mais alors ça, moi j'étais épatée parce que je connaissais pas du tout. alors l'histoire, elle commence comme ça. Bah, Non. regarde, Ça commence déjà avec le Shabbat, qui est Shabbat prochain, qu'on va appeler Shabbat Agadol. On appelle ça le grand le Shabbat. grand Shabbat. Pourquoi on l'appelle le grand Il y en a Shabbat? plein comme ça. Parce que c'est pas le soir même. Ça, on te parle déjà d'avant. Pendant Shabbat, le Moshe, par l'ordre d'Hachem, il a donné la première mitzvah au peuple juif. Donc la première mitzvah, c'était donc Rosh Chodesh, on va respecter le premier du mois, etc. Et il leur a dit après, une des premières mitzvahs, c'était donc cette idée de prendre l'agneau et de l'attacher au pied du lit. Et donc l'agneau, il est resté attaché au pied du lit pendant plusieurs jours. Pourquoi? Parce que c'était le symbole, si vous voulez, du dieu égyptien. Donc pour montrer justement que le dieu, qu'ils n'avaient pas peur des Égyptiens, pour montrer qu'ils croyaient en un seul dieu, ils ont pris l'agneau, ils l'ont pas seulement pris, ils l'ont attaché, ils l'ont gardé plusieurs jours comme ça. Et après, quand Dieu il a dit le soir de la mort de la plaie des morts du premier-né, Hachem il leur a demandé donc, c'est ça le Korban Pessah, c'est la première fois qu'ils offraient ce sacrifice d'agneau pascal. Ils ont donc sacrifié cet agneau avec le sang et de l'hysope, ils devaient prendre et mettre donc sur les linteaux de leur porte, et donc c'est pour ça qu'on a jusqu'à aujourd'hui la mezouza, et ils devaient rôtir l'agneau. L'agneau il avait le droit d'être que rôti, on devait le rôtir complètement et on devait le manger complètement. Il fallait complètement le terminer. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand on termine le seder, qu'est-ce qu'on doit manger? L'afikoman. Et on doit manger tout l'afikoman. Et après l'afikoman, on n'a plus rien le droit de manger. Parce qu'à l'époque, ils devaient manger ce korban pessar, ce sacrifice pascal, et ils devaient le terminer complètement. Et après, quand ils avaient terminé, ils n'avaient plus le droit de rien manger. Donc c'est pour ça, c'est symbolique. Donc bien sûr que j'ai entendu ça. Et c'est pour ça, justement, c'est ça le symbole. Quand on regarde cette os, que ce soit un os d'agneau, un coup de poulet ou ce que vous avez l'habitude, c'est pour ça que ce symbole-là, ça représente en fait ce sacrifice qu'on ne peut plus emmener à Dieu. C'est comme on montre à Dieu que même si on ne peut pas faire le korban parce qu'on n'a pas le temple, on n'a pas le Beth Amikdash, mais quand même, on veut faire ce sacrifice, on veut montrer à Dieu qu'on est prêt. Mais il faut le retirer, il ne faut pas le bouillir.
On le grille, ouais, on le grille. Il faut le griller. Le griller. Et donc, c'est pour ça que... Alors cet os-là, il faut le retirer. Tu peux manger un dessert tant que c'est avant la ficomane. Quoi griller Mais une fois que tu vas manger la ficomane, Tu mets dans le tu n'as plus four rien le comme droit de ça. manger ni de boire. C'est pas le premier son, on n'avait pas le droit de manger. Avec Non, le tu as le droit de manger un dessert. Mais c'est qu'une fois que tu as Non, mangé le la dessert, tu le ficomane, manges avant la ficomane. tu peux plus après la ficomane manger. Mais oui, tu as le droit avant. Hein? Il n'y a pas de flamme. Alors l'œuf, Moi? Toi et moi. Je sais que j'ai pas de table, mais moi je mets sur le balcon à brûler mon truc et après les voisins ils me disent d'accord. Non, Donc mais- maintenant on a l'œuf, Là, excuse-moi, j'ai une question sur l'os. L'os, il faut le cuire comment? le grillé. Tu peux acheter un, tu sais, à Cambridge Farms ou à Gladmart, ils vendent des, ça coûte même pas cher, ça coûte $5 je crois. Ouais. Non, des petits barbecues mini portables, voilà. Des barbecues portables, j'en ai chez moi. Tu peux les sortir avec, il y a tout dedans, le charbon, tout, boum, tu mets, tu grilles et t'as terminé. Et tu le jettes. Complètement grillé. Tu le grilles complètement. Voilà. Même l'œuf, non? Alors non, Il faut le faire bouillir. Là, il faut le faire alors, bouillir. passons à l'œuf. Il dort, Élie, vraiment, c'est terrible. Ok, so, l'œuf, ça représente une autre sorte de korban. D'accord? Il y avait une autre sorte de korban qu'on emmenait. On appelait ça souvent le korban chagiga, le korban des fêtes. Donc, on emmenait un autre sacrifice pendant les fêtes. Donc, cet autre sacrifice, il est représenté par l'œuf. Et l'œuf, par contre, c'est la coutume. Beaucoup de gens, ils ont cette coutume, c'est pas du tout obligatoire. Again, c'est une coutume de manger l'œuf à l'entrée du repas. Avec un peu de sel, avec l'eau Que les salée. aînés ou que Non, celui qui veut. C'est encore une fois une coutume, donc c'est pas une halakha. Donc une coutume, c'est, tu vois. Il y en a qui mangent l'œuf à l'entrée du repas. Encore une fois, c'est pas votre coutume, vous n'allez pas vous forcer à le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cette coutume de manger l'œuf à l'entrée du repas avec l'eau salée. Les herbes amères, le maror. Pourquoi on met les herbes amères? Donc il y en a qui ont des endives, il y en a qui ont de la salade verte, la romaine, il y en a qui ont du persil, non, c'est pour le carpas. Il y en a qui ont du réfort. On a plusieurs sortes d'herbes amères. Alors pourquoi les herbes amères? C'est tout simplement pour nous rappeler de l'amertume, voilà, des Juifs qui étaient en Égypte parce qu'ils étaient esclaves. Après, on a le charoset que représente le mortier. Le charoset que certains ils font avec des dattes, des noix, d'autres ils font avec des amandes, d'autres ils font avec des pommes, du jus de raisin. Après, ça c'est la partie préférée de tout le monde. Le charoset, donc c'est ce qu'on fait maintenant. On s'arrête une minute ici, on fait une petite pause. Quand on doit manger son maror le soir du seder, il y a beaucoup de gens. Ils prennent leurs feuilles de laitue et vas-y qu'ils étalent le charoset, 1, 2, 3, 4, ceux qui font les boules, des machins. Et ils mangent plus de charoset que de maror. Non, vous n'avez pas le droit. Si vous aimez le charoset, fine, mangez-le après le seder, quand c'est terminé. Le soir du seder, vous devez mettre un peu de charoset dans votre laitue, mais vous devez goûter l'amertume. Si vous goûtez plus l'amertume, ça ne sert plus à rien, l'herbe amère. Donc c'est important, je vous rappelle ça, de ne pas mettre trop de charoset dans son maror, d'accord? Le charoset, bien sûr, ça représente le mortier. Quand les Juifs ils travaillaient dur et ils faisaient le mortier en Égypte. Le karpas. Alors karpas, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Pour certains, c'est la patate, pour d'autres, c'est l'oignon, le céleri, le persil. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Voilà, il y a... De toute façon, c'est pas important, encore une fois, c'est des coutumes. L'important, c'est d'avoir un karpas. Pourquoi le karpas? Alors, j'ai lu, ça fait 2 mots en hébreu. Quand on prend les lettres du mot karpas, ça fait 2 mots en hébreu. Perer, samer. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 mots-là? Ces 2 mots, ils veulent dire 2 choses très intéressantes. Le premier, il parle d'une sorte de travail qui casse le dos, qui défie la logique. Et le deuxième, c'est équivalent à la valeur numérique de 60. Donc je vais expliquer ces 2 choses. On dit que le travail que les Égyptiens faisaient faire aux Juifs, c'était pas un travail normal. C'était un travail qu'on dit, c'est une expression qui casse le dos, mais l'expression en vrai, ce qu'elle veut dire, c'est que c'était un travail qui te rendait fou. On te disait, prends ces briques-là, mets-les là-bas. Tu termines, prends les briques, mets-les là. Mais remets-les là, remets-les là-bas, remets-les là. Donc en fait, c'était un travail pour vraiment faire souffrir la personne. C'était un travail qui rendait fou. Des fois, vous faites un travail, mais vous voyez le résultat, vous êtes content. Mais là, il n'y avait pas de résultat. C'était juste
pour te rendre fou. Il y avait aussi les résultats, mais il y avait aussi beaucoup de travail. On donnait le travail des femmes aux hommes et le travail des hommes aux femmes. Donc tout était inversé, tout était. Donc on dit que c'était péraire, c'est ce genre de travail, c'est un travail qui était vraiment de souffrance. Et sa mère, qui est la valeur numérique 60, ça symbolise les 60 myriades de juifs, ça veut dire 600 000 vraiment, 60 myriades égale 600 000, les 600 000 juifs qui sont sortis d'Égypte. Et quand on compte 600 000 juifs, juste que vous sachiez, c'était tous ceux qui étaient au-dessus de l'âge à peu près de 20 ans. Donc il y avait encore plus que ça. Mais on a compté donc tous ceux qui étaient au-dessus de l'âge de 20 ans. Mais ils ne construisaient pas quelque chose dans oui, mais ils étaient 210 ans. Ils construisaient et ils avaient aussi toutes ces folies-là qu'on leur faisait faire. C'était humiliant, exactement, à part que c'était fatigant. On leur faisait faire les deux. Donc c'était vraiment, vraiment un travail horrible pour eux. Donc, et donc les deuxièmes sortes d'herbes amères, parce qu'il y a deux sortes d'herbes amères. On a donc la romaine et on a donc si vous voulez, pour certains le réfort, pour d'autres les endives, je sais pas, qu'est-ce que vous prenez comme herbe amère? Peut-être chacun il peut... Tout le monde la romaine. Tout le monde la romaine? La romaine et le réfort. Et le céleri. C'est tout, hein. Donc toute la romaine ou le ok, pour les herbes amères, d'accord. Mais l'oignon, ça représente quoi? C'est une autre... Ah, on n'a pas d'oignon. L'oignon, nous on prend l'oignon pour carpas, c'est pas les herbes amères. Alors c'est intéressant que la plupart de vous on prend la romaine, parce que la romaine elle a une qualité très intéressante. Si on cueille une romaine, ok, on coupe et on mange les feuilles, ça va être en général avoir un bon goût. Si on laisse la racine, le cœur dans la bravo, ça va devenir très amer. Et on dit que c'est pareil, c'est très symbolique du peuple juif. Quand le peuple juif, tu le coupes de sa racine, ça devient très très amer. Il ne peut pas vraiment survivre, ça ne devient plus quelque chose qui est bon, qui est agréable à manger. Donc ça, c'était une autre image à laquelle vous pouvez penser quand vous mangez vos herbes amères. Mais on doit être triste, on ne doit pas être triste. Tu dois être triste. C'est un symbole. Non, c'est la fête. Tu ne dois pas être triste, mais tu dois te rappeler de leur souffrance. Mais c'est vendredi. Non, on n'a pas envie que tu sois triste, mais tu dois te rappeler de leur... Tu dois te rappeler. Donc maintenant, après, nous avons les deuxièmes fêtes. Donc les premières fêtes cette année, c'est vendredi soir, samedi soir, et ça termine donc dimanche soir. Après lundi, mardi, mercredi, jeudi, Chol HaMoed. Jeudi soir, ça reprend. Vendredi soir, Jeudi soir, ça reprend. ça reprend jeudi soir. Je croyais que c'était vendredi Et la soir. Mimouna, samedi soir. Ça termine samedi soir. Tu l'as fait la nuit des Donc, Tu fais la nuit Bah, samedi soir, la Mimouna samedi soir, je sais pas comment je vais faire. Bah, comme donc, c'est comme que C'est vendredi soir, samedi soir. vendredi soir, samedi soir, et ça termine dimanche soir. Parce que c'est vendredi soir, Shabbat, Shabbat soir, dimanche. Non, ça finit Mais pas non, vendredi ça soir, finit samedi samedi soir. Je parle des premières Ça finit fêtes. samedi soir, la fête Alors, la première fête, on va reprendre. La première fête, c'est de vendredi soir à dimanche soir. Ok. La deuxième fête, de jeudi soir à samedi soir. Samedi soir, c'est la mimosa. Samedi soir, c'est la Mimouna. D'accord? Ouais. Donc, la deuxième fête, ce qui est important de savoir, pour tous ces repas de fête comme c'est Yom Tov, c'est très important donc de manger des repas de fête. Et on dit que pendant les repas de fête, c'est même une mitzvah de manger un aliment chaud, un aliment bon, d'ajouter quelque chose de chaud, de bon, etc. On n'a pas le droit d'utiliser un appareil électrique, on n'a pas le droit de prendre sa voiture, on n'a pas le droit... Pendant la deuxième fête, pendant les Yom Tov. Ah ouais, de toute façon, ça tombe Shabbat. Voilà. Mais jeudi soir, par exemple, vendredi, c'est la fête, mais c'est pas Shabbat. On peut porter, on peut cuisiner. Si on allume à partir d'une flamme qui est déjà allumée. Mais j'ai une question, pardon. En Israël, la mimouna, c'est vendredi soir. Non, non, C'est Shabbat. c'est samedi soir. Il faut faire comme tout le monde. Voilà. Cette année, on va en même temps. Mais ils font un seul CDF. Ils vont un seul Tant pis soir. pour eux, hein. Ouais. Mais attends, ah ouais. Non, eux, ils finissent la fête samedi soir. Oui, Ils ont pas nous. ils finissent comme nous cette année. Les premières fêtes. Ah oui, Non, les oui, premières fêtes. ils ont un jour en moins. Ouais. Donc dimanche. Mais donc, Ouais, ouais. dimanche, ils font pas la fête. Non, samedi soir, c'est fini. Ils ont un jour en moins que nous.
Dimanche, c'est le pique-nique. Donc, Ça peut se voir, mais on raconte donc que la deuxième fête, quand elle vient, le premier soir de la deuxième fête, donc ça va être jeudi soir, les hommes et même les femmes, si elles ont envie, on a l'habitude de rester réveillés. On fait la veillée. On reste réveillés. Pourquoi on reste réveillés? Parce qu'on dit que c'est ce soir-là qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge. Et ça a duré toute la nuit. Toute la nuit, ils ont traversé la mer Rouge. Et on dit qu'au moment où ils ont traversé la mer Rouge, ça a été une scène spectaculaire. Vraiment, on dit que le monde entier, si vous voulez, il s'est arrêté pendant qu'il y a eu cette traversée de la mer Rouge. Et on dit que c'est pas seulement spectaculaire parce que les murs de la mer, ils se sont durcis, ils sont devenus transparents, on a pu voir toute la vie, aquamarine, etc. Mais on dit que c'était aussi spectaculaire parce qu'à ce moment-là, il y a eu une révélation cosmique. Il y a vraiment une révélation de toutes ces puissances qui sont sur la Terre. Ils ont pu voir ça avec leurs yeux, des choses que d'habitude on ne voit pas, qui arrivent dans le monde, des forces, des puissances, des choses comme ça qu'on n'arrive pas à voir avec nos yeux. Mais on dit qu'à ce moment-là, tout pouvait se voir. Tout pouvait être vu, il y a une révélation cosmique. Ils ont pu voir un peu la révélation de comment le monde il était fait, où était la force de Dieu, comment Dieu il a révélé sa force. Donc on dit que vraiment c'était un soir très très exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on reste réveillé toute la nuit, pour se rappeler, si vous voulez, cette sortie d'Égypte, pour remercier Dieu de nous avoir fait ce miracle et d'avoir révélé un peu tous ces secrets, entre guillemets, cosmiques. C'est la nuit de jeudi soir à vendredi. Et je me rappelle, ma mère, pour chaque veillée, elle nous disait, si tu restes réveillé, tu vas réussir ton bac. Si tu restes réveillé, tu vas réussir tes examens. Si tu restes réveillé, avant on était là, on restait jusqu'à 3-4 heures du matin, on était réveillés. Voilà, on a réussi, mais je ne sais pas si c'était grâce à ça, mais en tout cas, ça a marché. C'est de jeudi soir, en fait, une fois qu'on passe Khatsot, qu'on passe la moitié de la nuit, qui est en général vers minuit et demi, 1h du matin, c'est considéré qu'on est resté réveillé toute la nuit. Donc ça c'est le petit truc, la petite astuce pour aller au lit plus tôt. Pour les personnes qui sont dans cette pièce, qui ont malheureusement perdu un de leurs parents. Alors, le deuxième soir de la fête, il faut allumer une bougie qui va durer 24 heures, ce qu'on appelle le Ner Neshama. C'est important, on allume une bougie pour l'âme des parents qu'on a perdus. Le deuxième jour de la fête, pourquoi pas le premier jour de la fête? C'est le deuxième, normalement, C'est d'après ce que j'ai vérifié, c'est le deuxième soir. Avant le Shabbat, on va allumer la bougie en l'honneur d'un Ner Neshama. Deuxième fête. La deuxième Mais la première fête, on l'allume pas? Moi, j'ai toujours allumé. Si tu as l'habitude, allume-le. J'allume moi tous les Si tu as l'habitude, allume-le. Si tu n'as pas l'habitude, allume. C'est important. Le deuxième soir. Donc vendredi avant Shabbat. Vendredi, ça va. Voilà, avant Shabbat, d'une flamme qui est déjà allumée, on allume une flamme pour les âmes. Parce que les âmes, à ce moment-là, elles ont besoin justement... Mais pour la deuxième fête particulièrement. Pour la deuxième fête. Maintenant, le deuxième jour de la deuxième fête, donc dans ce cas-là, ça va être Shabbat matin, il faut aller à la synagogue pour faire Yizkor. C'est important d'aller à la synagogue faire Yizkor. C'est une prière qu'on va lire pour élever toutes les âmes et pour bénir toutes les âmes et pour qu'elles aillent un meilleur... Si vous voulez, quand une âme, elle monte dans le ciel... Elle est élevée, elle va à un certain niveau. Et plus on prie pour elle, et plus l'âme, elle monte, elle se rapproche de Dieu. Et elle monte dans un meilleur endroit. Donc c'est très très important de prier. Toutes les personnes qui ont perdu un parent, Yizkor, deuxième jour de la deuxième fête de Pessah. C'est automatique, Yizkor. Dans les fêtes, c'est pas toutes les fêtes, c'est certaines fêtes et certains jours de la fête où tu as Yizkor. Donc là, juste que vous sachiez. Alors oui. Bien sûr, et c'est Farad aussi. À Shabbat, ils ne disent pas de ça. À Chabad, ils le font, Yizkor, bien sûr. Oui, voilà. Et en général, on va faire sortir toutes les personnes qui n'ont pas perdu leurs parents. C'est que les personnes qui ont perdu quelqu'un, une âme, quelqu'un de leur famille, ou un enfant, que Dieu protège. Je ne sais pas pourquoi certains sortent et pas. Faudrait que je me renseigne. Ah, les séfarades, ils sortent aussi. Ah, ben voilà. Ils sortent. Ils le disent pas. Moi aussi, chez Rabbin Gabay, quand j'allais prier là-bas, je me rappelle, on sortait. Je crois que Mogen Ouais. Bon, mais c'est pas grave si je pense que si les personnes y restent, mais c'est surtout pour les personnes qui ont perdu un être proche, parce que ça élève leur âme. Et enfin, une autre chose sur la fête de Pessah qui est importante, c'est la dernière après-midi de Pessah, donc ça va être samedi après-midi. On fait ce qu'on appelle la Seudat Mashiach. Donc ça, c'est sûr, c'est un repas de Mashiach. Pourquoi le repas de Mashiach? Parce qu'on dit qu'à Pessah, le dernier jour de Pessah, on a une petite révélation de Mashiach. Donc je ne sais pas si on est capable de vraiment
C'est capté. de le capter, mais c'est important justement de faire un repas pour montrer à Dieu qu'on en a assez de l'exil et qu'on est prêt à accueillir Mashiach, parce qu'on dit que quand Mashiach il viendra, il y aura un grand festin. Et il y a beaucoup de choses qu'on promet, justement, il y a une haftara qu'on va lire pendant Pessah, et je voudrais vous lire, parce que cette haftara, c'est la haftara de Ishaï. Ishaï, c'est un prophète, un navi, qui a prophétisé quasiment que sur Mashiach. Donc je voudrais vous lire quelques prophéties qu'il a dit quand Mashiach viendra, qu'est-ce qui va se passer. Il a dit que, en parlant, il a parlé, d'abord il avait prophétisé que David Améler, il allait sortir, etc. Donc, or, un rameau sortira de la souche de Ishaï, donc il parle d'un descendant justement de David Améler, qui est David ben Ishaï. Un rejeton poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit de Dieu. Donc là, il décrit le Mashiach. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Animé ainsi de la crainte de Dieu, il ne jugera point selon ce que ses yeux croiront voir. Il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu, mais il jugera les faibles avec justice. Il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles du pays. Du sceptre de sa parole, il frappera les violents, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la loyauté l'écharpe de ses flancs. Alors, donc quand Mashiach viendra, le loup habitera avec la brebis, le tigre reposera avec le chevreau, veau, lionceau et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Genis et ours paîtront côte à côte, ensemble s'ébattront leurs petits, et le lion comme le bœuf se nourrira de paille. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le nouveau-né sevré avancera la main dans le repère de l'aspic. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers. Amen. Donc c'est comme ça, et ça on le lit vraiment la fin de la fête de Pessah. Donc c'est vraiment relié à Mashiach, c'est relié à ce temps-là où on dit on aura un moment de paix où même les animaux, ils vivront en paix. Donc ça c'est vraiment important pendant cette Seudat Mashiach. C'est bien avant la Mimouna. Ah oui, c'est dans l'après-midi avant la Mimouna. Et en général, on mange de la matzah et on boit aussi 4 verres de vin, comme pendant le soir du Seder. Les Ashkénazes, ils font pas de... Pardon? Les Ashkénazes, ils font pas de... Les Ashkénazes, ils font pas la Mimouna, non, je crois pas. Ils font ce repas là. Mais ils adorent squatter chez leurs amis séfarades. Ok, je vais arrêter là. Je vais juste raconter une petite histoire et après je vais vous distribuer tout ça. Et si vous avez des questions, allons-y pour les questions. Levez la main. Il y a une petite histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev que j'adore. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'était un rabbin qui adorait le peuple juif, mais toujours il essayait de parler bien du peuple juif, toujours il essayait de trouver quelque chose de bien à dire. On raconte par exemple sur lui cette histoire. Un jour, il a vu un juif qui fumait devant la synagogue pendant Shabbat. Il est parti le voir, il lui a dit, dis-moi, comment, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je fume. Il dit, ah, peut-être tu sais pas c'est Shabbat. Non, non, je sais que c'est Shabbat. Je fume. Il dit, mais tu sais peut-être pas que c'est interdit de fumer Shabbat. Non, non, je sais. C'est interdit de fumer Shabbat, mais je fume quand même. Alors on dit qu'il s'est tourné vers le ciel, il a dit, tu vois Dieu, ton peuple, c'est même pas un peuple de menteurs, ils te disent toujours la vérité. C'était ce genre de rabbin, il voyait toujours le bien dans toute situation. Et on raconte qu'un jour, il était très soucieux la veille de Pessah. Il a senti qu'il y avait un mauvais décret qui planait sur le peuple juif. Et il était très très soucieux, il ne pouvait pas supporter. Toujours il essayait de défendre le peuple juif. Bien sûr, c'était un grand kabbaliste, donc il sentait ces choses-là à un degré supérieur. Et tout le monde rentre dans Pessah, et tout le monde commence son seder. Et chez lui, le seder n'y commence pas. Il dit à tout le monde, il dit à tous ses invités, ses élèves, je ne peux pas commencer le seder tant que vous n'allez pas m'emmener certains objets. Ils disent tous, qu'est-ce que tu veux? Je veux vous m'emmener tous du tabac et du pain. Ils disent, mais rabbin, le tabac, à cette époque, c'était interdit, parce qu'il fallait avoir de la contrebande pour emmener du tabac. C'était vraiment interdit. Si on t'attrapait avec du tabac, tu étais en prison ou carrément on te fusillait. Donc il n'y a pas de tabac, rabbin. Non, 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 je veux du tabac et du pain. Il a dit, je ne commencerai pas mon seder tant que vous ne m'avez pas emmené du tabac et du pain. Alors voilà que tout le monde attend à sa table. Et voilà que ses élèves, ils rentrent dans chaque maison juive, ils essaient de trouver du tabac et du pain pour le rabbin. Au bout de 2 heures, ils arrivent.
il pose devant sa table du tabac et il dit, il est où le pain? Il dit, regardez, le tabac on a trouvé, le pain, il se tourne vers Dieu et dit, regarde-moi ce peuple. Le tabac c'est interdit d'après leur tsar, ils l'ont quand même chez eux, mais le pain, il n'y avait pas 1 gramme de pain. Tu n'as pas pitié de ton peuple, tu veux pas bénir ton peuple, enlever tous les mauvais décrets. On dit à ce moment-là, il a eu un grand sourire, il a dit, allez, on peut commencer le Seder. Et on voit vraiment, c'est vrai que Pessah, c'est une fête qui est même religieux, pas religieux, tout le monde se sent assez proche de cette fête. Tout le monde veut essayer plus ou moins de faire de son mieux, de manger la matzah. Et c'est très très important de manger le soir du Seder, spécialement la matzah shmura, qui est une matzah faite à la main et cuite en moins de 18 minutes. C'est vraiment important parce que c'est une matzah qu'on est sûr qu'elle est tip-top, qu'elle va pas avoir un petit doute, qu'elle peut pas être cachère. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite à tous. Et pour revenir, je sais plus qui a dit quoi, je suis perdue à la fin, mais j'avais dit ça aussi la semaine dernière, on souhaite d'avoir un Pessah, en général on dit Pessah kasher, Pessah me'ar, d'avoir un Pessah qui soit kasher, donc on mange bien kasher les Pessah, mais ça me'ar. N'oubliez pas, hein, on avait expliqué ça, le but de faire les mitzvot, le but de faire ces fêtes, c'est d'être heureux. Si on arrive à la fête et on est sur les genoux, on n'a pas eu le temps pour une pédicure, manicure, et on est à plat. Non, ça va pas, je vous ai dit ça 10 jours avant, il n'y a plus d'excuses. On travaille. 2 jours avant, t'arrêtes tout, tu te reposes. Tu vas faire un massage, tu vas faire une pédicure. Et oui, et par contre, dites à votre mari de ma part, et je sais pas si D'acheter la cuisine qui a servi Pessah. non, pas ça. Mais je sais pas si j'ai ramené la référence, mais c'est une référence qui est écrite. Vous pouvez dire à vos maris de ma part, et je vais voir si j'ai la référence, je vous la dis tout de suite, que à Yom Tov, c'est très très important d'acheter un cadeau à sa femme. Chaque jour de Yom Tov ou que... Tu m'en reçus? Karen. Déjà qu'il y en ait un. J'essaye de trouver. Excusez-moi. J'avais écrit la référence, je trouve. Ça va. Attends, ça va, on commence. On commence la mission. Alors, Attends. Yom Tov, j'essaye de trouver la référence, Caroline, n'aie pas attends peur. ici pour les petites jeunes. Ah voilà, d'accord, donc ça c'est écrit. Vas-y. Ah, ok. Je vous lis mot à mot la traduction donc, du Shulchan Aruch. Les hommes ont l'obligation d'offrir à leurs épouses un nouveau vêtement ou un nouveau bijou en l'honneur de Yom Tov. Les enfants reçoivent des sucreries ou un nouveau jouet. L'idée est qu'on doit être très heureux quand la fête rentre. Et de même, la garde-robe de Yom Tov est traditionnellement plus élégante que celle du Shabbat. Donc, vous avez notre ami Joël qui nous vend des très très belles maintenant. Bon, alors s'il vous plaît. Très très belles djellabas du Maroc. Vous pouvez mettre des habits très élégants. Mais ça, vous pouvez me dire de ça, pas de ma part. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. On répète. C'est en anglais, it's very important for the husband to buy a gift to his wife for Yom Tov. Voilà. Vous l'avez en toutes les langues. Caroline. Ou presque. Voilà. Tu peux le mettre sur WhatsApp. Mets-le sur WhatsApp. Voilà, Vos maris vont vous dire, t'as appris quoi ce soir? comme ça, Comment on cachérise le fou? là. Je sais pas, mais je sais que le cadeau. En tout cas, voilà. Tiens, j'ai pas assez pour tout le monde, alors partagez une pour deux, je sais pas. Celle-là, c'est la seule Ashkenaz. Coupe la moitié. Donne-la. Qui voulait Ashkenaz? Qui sera C'est qui a acheté ça Voilà. Karen. Bon, Caro et maman, vous en prenez une pour les deux. Bientôt. Moi, j'ai pas assez. D'ailleurs, j'ai bientôt. Alors, qui c'est qui a Ashkenaz? Allez. Carole? Non.